l'idée de la prise d'otage. Oui. Parce qu'en fait, souvent, c'est communautaire, et en fait, avant tout, on recherche la libération. Et si on prend cette métaphore, on n'a rien à perdre, quoi. C'est clair que c'est libérateur. C'est libérateur. Mais non seulement, le message à fond, non seulement on n'a rien à faire, mais il n'y a personne pour faire quoi que ce soit. Donc il faut toujours revenir à cette racine. C'est-à-dire que la prise d'otage, bien qu'elle semble réelle, elle est toujours imaginaire. Donc ça veut dire aussi concrètement que nos vies, ce qu'on appelle nos vies, n'ont pas besoin d'être manipulées, qu'on devienne parfait, qu'on devienne spirituel, qu'on devienne intelligent, qu'on devienne différent de ce qui est là maintenant. Parce que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un summum du progrès humain qui amènerait ce genre de découverte. C'est pas... Nisargadatta Maharaj était un vendeur de bidi à Bombay qui n'avait aucune éducation, qui fumait toute la journée, qui jurait, qui criait après les gens, et pourtant c'est un des messagers les plus puissants qui existent. Quoi, en fait. Donc de dire je pourrais enfin comprendre de quoi ça parle quand j'aurais fait ci, tant de méditation, que j'aurais été végétalien, que ci, que ça, et où j'aurais progressé, je serais plus intelligent, plus. C'est une roue de hamster, ça ne sert à rien du tout. Je regarde à cet endroit-là, à partir d'un point de cet endroit-là, et la partie hallucinatoire. Donc ce regard-là, quand il est compris qu'il n'a jamais vu quoi que ce soit, ses yeux-là n'ont jamais rien vu, ses oreilles n'ont jamais rien entendu, il ne s'est jamais rien passé à ce niveau-là, il y a une possibilité d'ouverture à... Alors, qu'est-ce qui regarde? Qui regarde? Donc, c'est là où on a les deux étapes. Une étape, c'est, semble-t-il, quelque chose qui est extérieur à ce monde, jusqu'au moment où on reconnaît que si regard il y a, bien sûr regard il y a, parce que c'est ce qu'on appelle conscience, ce regard n'est pas différent de ce qui est vu, tout simplement. C'est-à-dire que ce tapis-là se sait, ce corps-là, tout se sait en permanence, directement, sans intermédiaire qui s'appellerait un corps, des oreilles, des yeux, etc. C'est direct. Et au sein de l'histoire, au sein de cette connaissance directe, il peut y avoir une impression qui est juste comme une petite vague sur l'océan, qui dirait non, c'est pas comme ça, j'existe, je vois cette vision-là, est vue à partir de yeux, d'oreilles, etc., d'une personne qui voit le monde à l'extérieur. Et c'est ce qu'on appelle la vie fragmentée, séparée de la vie humaine, tout simplement, en fait. Et c'est aussi une possibilité d'histoire. Et une fois de plus, c'est pas une honte, ni même une hiérarchie qui dirait la vie non fragmentée est mieux que la vie fragmentée. À un certain point de vue, on est d'accord qu'il y a des éléments de souffrance qui disparaissent, mais au final, que ce soit vu ou pas, il n'y a de toute façon jamais personne. Donc c'est toujours la vie qui joue, le jeu A, le jeu B, le jeu C, le jeu D, et dans ce jeu-là, dans cette possibilité-là, que ce soit vu ou pas, il n'y a pas de hiérarchie, c'est exactement du même ordre. Tu vois ? Cette reconnaissance n'a pas besoin de temps, elle est ici tout de suite, pour tout le monde, parce que c'est l'expérience de tout le monde, qu'elle soit reconnue ou pas. Arrêtez de projeter une reconnaissance, un éveil, tout ce qu'on peut dire par rapport à ça, à la prochaine retraite, dans 10 retraites, à la fin d'une vie, dans 10 ans. C'est ça le mécanisme d'échappatoire. C'est ça qui fait en sorte que c'est comme une espèce de carotte qui est attachée à l'âne, et l'âne avance pour avoir la carotte, et la carotte avance au même moment. Donc la porte de sortie là, c'est de dire à tout le monde, et c'est ce que j'ai fait, ce dont je parle peut être reconnu là tout de suite maintenant. Vous n'avez aucune qualité spéciale, vous n'avez pas besoin d'avoir des cornes qui poussent, des ailes qui se développent, tout d'un coup un aura, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc ça peut se passer maintenant, et ça peut être reconnu directement s'il y a cette autorisation. Hein, c'est s'autoriser, c'est-à-dire arrêter de croire qu'on n'est pas suffisant, adéquat, ou trop suffisant, c'est une autre possibilité, et d'arriver dans une zone où
il y a une vraie possibilité, accepter profondément que si ce que dit Didier est vrai, si je lui fais confiance, que c'est déjà là, est-ce que je ne veux pas là tout de suite m'autoriser, apparemment, mais m'autoriser à reconnaître et déjà dans cette approche-là, il y a une vraie possibilité parce que le mécanisme du temps est cassé, du coup. Ouais. Si on lâche cette position de personnes séparées, qui vivent dans le monde, qui a une fonction, etc., c'est pour trouver quoi exactement? C'est quoi ce saut? Ça va de où vers où, hein? Parce qu'on saute dans le vide, mais... Et donc, ce qu'on a fait ensemble, et ce qui est une des possibilités de contexte, c'est de retourner à cette source qui est évidente, qui est, je dirais, la solidité même, qui est la seule matière qui est là tout le temps, et donc on peut avoir des aperçus, on peut avoir des aperçus à travers la méditation, à travers des self-inquiry, donc qui suis-je, on peut avoir des aperçus à travers des expériences de paix, des expériences de... Et ça apparaît, cette présence, cette essence, paraît de plus en plus, et donc c'est relatif, mais de plus en plus, comme non seulement d'une certaine façon une forme de paix, une forme de bienveillance, mais aussi quelque chose qui est réel, c'est la seule réalité. Donc on a l'impression qu'ici c'est réel, et qu'on saute dans quelque chose qui est irréel, une idée de truc. Mais quand on a exploré suffisamment cette irréalité de conscience, on s'aperçoit que conscience, par exemple, je vous pose la question, on va parler d'état de veille pour le moment, dans cet état de veille du jour, là en ce moment, est-ce qu'à aucun moment donné, conscience n'était pas là? De toute une vie, de cette histoire de vie. Et on s'aperçoit, enfin je vous pose la question, hein, je vais pas vous... on pourrait dire, ah, j'étais plus ou moins conscient, mais c'est pas une question de quantité. Parce que pour voir qu'à un moment donné on n'était pas conscient, moins conscient, il y avait conscience qui était là tout le temps, quoi, en fait, hein. Donc l'information conscience est une information essentielle, et non seulement elle est essentielle, c'est qu'elle est encore plus réelle, c'est du béton par rapport à l'information bras qui apparaît et qui disparaît en permanence. Donc on prend les bras pour être la réalité de qui je suis, ou le corps, ou la tête. En plus la tête, elle n'est même pas visible. Donc ça c'est encore une autre histoire. Mais en réalité, quand on a ce parfum, cette intuition que cette chose invisible, qui est centrale, qui est présence, elle est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle n'a pas besoin d'être considérée comme quelque chose qui apparaît, disparaît, quelque chose qui est très improbable, qui serait dangereux, qui serait... Quand on a cette impression directe, vraiment, je dirais, cette expérience, c'est une expérience directe, ce saut quantique de qui je crois être à qui je suis est beaucoup plus facile. Parce qu'on saute dans le vide. C'est le vide de toute façon, c'est l'inconnu. Mais ce n'est pas un inconnu de néant, c'est un inconnu de présence, un inconnu de conscience. C'est la seule chose qu'on connaît, c'est la seule chose qu'on connaît. Tout le reste, on croit connaître, mais c'est juste des étiquettes qui se sont baladées, quoi, en fait. Stéphane, tu veux reprendre le siège? Non, parce que c'est lui qui nous a fait le... C'est l'heure. C'est Shri Stéphane Ji Maharaj. Il se moque un peu de toi quand même. Hein? Non, je me moque très gentiment, avec beaucoup d'amour et de respect. Juste, puisqu'on parle de ça, je voudrais juste exprimer à travers cet exemple-là que cette autorisation-là dont je parle, elle vient aussi quand on s'autorise à en parler, hein, quand on s'autorise à communiquer. Donc par exemple ce matin, une des activités qu'on a eues, c'est que Stéphane, Fabrice, enfin différentes personnes viennent ici sur ce siège, et une question qu'ils ont tirée d'un chapeau,
pas sur la recette du clafoutis, mais sur des choses un peu plus essentielles. Et elles-mêmes se sont exprimées par rapport à un sujet précis, particulier, qui est en fait directement sorti du contexte, sorti de leur présence ici, de la question qui venait, de l'information tout simplement. Qu'est-ce que je vais dire? Alors si ça vient du mental, si ça vient de la mémoire d'une histoire, si ça vient de quelque chose qui est construit, dont on se rappelle, ce sera des bredouillés, ce sera pas adéquat, ce sera... Et par contre, si en étant assis ici, dans le contexte de bienveillance, hein, on est bien d'accord, s'il y avait de la bienveillance, de légèreté ludique, parce que la partie ludique est super importante, juste le regard qui amène les réponses devient actif. C'est une autorisation. Et du coup, des réponses incroyables apparaissent. Et des fois, c'est presque de la magie, en fait. Et donc, on se retrouve dans une situation où, que ce soit des participants ou un soi-disant enseignant, tous on profite de ces rencontres pour apprendre quelque chose. J'arrête pas, le Gugus Didier n'arrête pas d'apprendre des choses incroyables qu'il ne savait pas avant. Donc c'est un savoir à ce moment-là intellectuel, mais qui vient de ce savoir qui est inné à tous, qui est déjà là, qui est inalliable. Oh, je n'y arrive pas. Je vais travailler à la maison, la prochaine fois, ce sera mieux. Et qui en fait, d'une certaine manière, n'attend que notre autorisation pour apparaître. Hein, et ce n'est pas la nôtre, c'est l'autorisation de la vie, à travers des contextes de bienveillance, des contextes et donc ça sort, et puis, waouh, d'où ça sort, et rien que ça, c'est une espèce d'élément, un début de preuve qu'en fait, il n'y a jamais eu que la vie. Mm.